Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et nous voilà repartis pour une deuxième saison du podcast Double Vie, un podcast dédié à la création, aux auteurs, autrices et à leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille à nouveau Benjamin Lupu. Benjamin est responsable Internet dans un grand groupe, toujours, et après l'interview de l'année dernière, nous connaissons sa passion pour les littératures de l'imaginaire. Donc il a publié le 3 février Le Grand Jeu, son deuxième roman, son premier chez un éditeur et pas des moindres, Brajlon, connu pour sa production de qualité en imaginaire. Bonjour Benjamin. Bonjour tout le monde, à nouveau donc. Alors la première question, c'est qu'est-ce que ça fait de voir enfin son livre sur les étagères des libraires? Bah, c'est génial. Alors j'avais déjà eu cette sensation, avec l'anthologie de Pierre Pevel qui nous avait accueillis, moi et des autrices. Évidemment là, je vais pas mentir, le fait d'avoir son roman chez Brajlon avec son nom, c'est magique, hein. C'est vraiment, vraiment magique et en plus, bon l'objet est beau et est très beau, parce que ça fait partie d'une collection où Brajlon, fait attention à la couverture, donc il y a des dorures, c'est un peu baroque, c'est très steampunk, hein, donc voilà, donc c'est vrai que ça fait, c'est un peu un moment émotion, il y a rien d'autre à dire, je sais pas comment ça on peut dire ça, alors il y a bien sûr, il y a l'électronique, mais il y a cette espèce de manifestation physique d'un boulot de fou pendant des mois et c'est un peu symbolique, tu vois des gens qui le feuillettent, tu un gamin, quoi. Tu es vraiment un gamin quand tu vois ça. Ouais, et même la version électronique, j'ai vu qu'elle était extrêmement bien mise en page, en fait. C'est Avec vrai. des petits ornements, sur chaque chapitre, enfin c'est très joli. Bah, le steampunk se nourrit d'esthétique, et je pense qu'il faut faire attention. Moi, j'ai déjà lu des livres steampunk où, je vais le dire honnêtement, desservis par leur couverture, hein. C'est très dommage. C'est un vrai investissement. Bon, là, ils ont pris un illustrateur. J'étais surcontent. Il n'y a pas d'autre mot quand j'ai su que c'était Benjamin Carré parce que c'est quelqu'un que vraiment j'admire, un peu comme Didier Graffet. C'est des illustrateurs tellement inspirants et il a bien capté le truc, hein. Elle est belle cette couverture. Elle est belle, alors je mettrai le lien, ouais, en description, il a un portfolio, qui est De assez, dingue, hein. riche et c'est effectivement magnifique, quoi. Il est très, très doué. Oui, mais ouais, non, c'est top. Écoute, bah, voilà, oui, bah, je suis euphorique, voilà, il y a pas d'autre mot. Je crois que c'est le bon qualificatif. Bon, ben, bravo, en tout cas, je pense que Merci beaucoup, c'est ça super fait gentil. plaisir ouais, l'aboutissement, l'aboutissement d'un long travail. Pour revenir aux origines, comment elle est née l'histoire du grand jeu? Quelle idée, a germé? Ça, tu commences toujours tes podcasts par des questions impossibles. Je crois, je sais plus, la dernière fois, tu m'avais complètement déstabilisé. Hem, j'avais pas vraiment envie de raconter le grand jeu, j'avais envie de faire un roman. Le 1 tu sais, c'est ce moment où tu dis: «Ouais, c'est bon, je suis assez sûr de moi, je vais me taper un roman, quoi». Évidemment, on sait pas du tout où on fout les pieds et tant mieux parce que tu pas prêt, quoi. Heu, c'est venu assez lentement. Je suis plutôt porté sur la fantaisie de manière générale, hem, mais j'avais quand même alors voilà, elle est venue d'une idée un peu bébête qui dit, le Moyen Âge, l'Antiquité, on va dire les sociétés, pré-industrielles, voilà, de manière générale, ont enfanté, beaucoup de choses dans l'imaginaire, y compris d'ailleurs dès le début avec des choses comme, je sais pas, les Trois Mousquetaires, par exemple. Mais finalement, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle est quand même très, très issue de ce qui s'est passé pendant les révolutions industrielles qui nous ont précédés, Mmh. notamment la première. Il y a une espèce de rupture pour moi, si tu veux, qui est un peu l'équivalent du passage du monde antique, au Moyen Âge, par exemple. Et je pense qu'elle est très féconde. Alors, elle a déjà été très féconde cette période, puisqu'on a quand même des écrivains, qui finalement ont généré les littératures de l'imaginaire moderne. Je pense évidemment à Jules Verne, mais pas que, hein. Tu as Mary Shelley, tu as, Rosny-Aîné, tu as, Wells, Edgar Allan Poe, enfin il y en a plein quand même. Donc c'était déjà très fécond et voilà, il y avait une idée qui me trottait en me disant: «Si on arrive à faire de la fantaisie incroyablement féconde à partir des mondes anciens, est-ce que les mondes, industriels peuvent pas engendrer des histoires tout aussi fécondes, des univers tout aussi féconds?» Avec une toute petite idée qui était de dire qu'elles sont un peu plus proches de nous, dans leur structure, dans leur lutte sociale,
dans les histoires qu'elles engendrent et qu'on peut peut-être aussi, faire quelque chose qui est plus proche du 21e siècle, voilà. Donc tu vois, c'était assez flou, hein, quand même. Mmh. Voilà. Et je me suis dit: «Voilà, plutôt que de faire une fantaisie, telle que j'ai l'habitude de la faire, je vais aller me frotter à un truc un peu inconnu». Et j'avais quand même une idée, je sais pas du tout pourquoi elle m'est venue, mais qui était de parler d'une dictature industrielle. La révolution industrielle, vue par ses contemporains, elle est très ambiguë. Il y a un côté très positif, le fameux positivisme scientifique, le progrès, la médecine, les machines, et cetera. Mais il faut voir que ça a broyé des millions d'hommes et de femmes, dans des usines. Et il y a quand même une on s'en rend pas compte, mais il y avait quand même, c'était un bouleversement au niveau de l'humanité, en tous les cas dans les nations occidentales, qui était absolument incroyable. Voilà, donc cette idée de dictature industrielle, moi, elle me trottait dans la tête, sans que ça devienne totalement, caricatural. Mais j'avais pas d'idée très précise de ce que j'allais faire, faut être honnête. Voilà. Je trouve que tu as réussi un challenge qui est d'en faire un univers à la fois dépaysant, mais familier. C'est-à-dire que on n'est pas perdu, tu vois? On a des repères, industriels, voilà, notre société, de développement industriel, mais dans un monde, qu'on connaît mal, en fait, du point de vue, européen. Oui, c'est vrai, Donc ouais. Moi-même, je le connais, enfin, préciser peut-être pour les poditeurs, poditrices. oui, oui, quel était le pitch, voilà, de ton roman? Ah bah, le pitch, maintenant il est simple, une fois que le bouquin est écrit, c'est plus facile. Donc c'est une histoire d'espionnage qui se passe en 1885, qui se passe à Constantinople, qui était, l'ancien nom de la ville d'Istanbul, qui à l'époque était la capitale de l'Empire ottoman, donc un empire, plusieurs fois centenaire, et immense, hein, c'est un très, très grand empire, qui était là pour le coup un peu sur le déclin. Sauf qu'on vit dans ça se passe dans un univers qui a fait un pas de côté. C'est-à-dire que c'est pas le nôtre. Il n'est pas si différent que ça, mais c'est pas tout à fait le nôtre. La principale différence, c'est que, le monde n'est pas dominé par l'Empire britannique, qui est donc le berceau dans notre univers de la révolution industrielle, mais c'est l'Empire russe, ou plus exactement le nouvel empire russe, qui est une dictature industrielle pour le coup. Le tsar a disparu très tôt, il a été assassiné, enfin il est mort lors d'une bataille plus exactement, on va dire dans le premier tiers du 19e siècle, et de là est né ce qu'on pourrait assimiler à une sorte d'Union soviétique, mais pas avec un aspect communiste du tout. Il reste plus que l'aspect, dictatorial, on va dire, qui a et c'est cet empire, ce nouvel empire russe qui a fait surgir, dans le monde, la révolution industrielle. C'est un empire très agressif. Il y a eu plusieurs guerres, qu'on appelle les guerres impériales, ce qui fait qu'en fait, par exemple, l'Allemagne n'existe pas, la Prusse a été envahie et il reste, grosso modo l'Angleterre et la France qui ont formé une alliance, et donc on a 2 blocs. Un bloc qui s'appelle l'Alliance de l'Ouest, l'autre qui s'appelle le Nouvel Empire russe. Et bon, ils sont pas en guerre au moment du roman. C'est une sorte de guerre froide, faite d'espionnage. Et donc l'Empire ottoman, suite à une défaite, est devenu neutre. Voilà, ils ont été contraints de devenir neutres. Et leur capitale, donc Constantinople, est une sorte de nid d'espions. C'est-à-dire que comme c'est un territoire neutre, il y a voilà. Et donc moi, je me suis amusé à projeter dans cet univers, complètement alternatif, une bande de voleurs en fait, il y a pas d'autre mot, des cambrioleurs, hein, comme on les aime bien, un peu à la Lupin, on va dire, et notamment une jeune femme qui s'appelle Martila Krelinkova, qui est donc d'origine russe et qui a ce projet un peu fou-dingue, d'aller dérober, hem, un diamant très célèbre qui s'appelle le Chat, qui pour le coup existe vraiment, vous pouvez le voir à Saint-Pétersbourg, qui va être en fait ce diamant, il a une vraie histoire, vous pouvez le lire sur la Wikipédia, en fait. Les Russes dans mon univers vont le restituer au sultan ottoman, c'est une sorte d'acte diplomatique et elle a décidé de le piquer, en fait. Voilà, et donc du coup, c'est le pitch, c'est une histoire d'espionnage mêlée de casse, à Constantinople, au plein milieu d'une guerre froide qui n'a jamais existé. Excellent, et c'est effectivement, bah, on y croit à ce monde parce que il est dérivé, mais subtilement,
proche et plausible, en fait, quelque part. Bah, ça, c'est la fameuse règle des univers imaginaires, pas besoin d'être réaliste, mais il faut que ce soit cohérent par contre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est nos racines modernes, elles plongent bien sûr dans la Grèce antique, plein de choses, mais en fait, si on réfléchit 2 secondes, ce qu'on vit aujourd'hui est très, très dérivé du 19e et du 20e siècle, moi je trouve. Et donc ça parle aux gens, quoi. On retrouve des choses qu'on a encore aujourd'hui. On en redécouvre, hein, parce que le 19e siècle abrite notamment des technologies surréalistes. Je dis toujours, on s'en rappelle plus, mais en 1925, la majorité des voitures étaient électriques. Ça, c'est un truc que j'ai découvert, moi, je ne savais pas. Ah oui, mais là, je l'apprends, ouais. Ouais, il y avait des taxis électriques à New York, par exemple, tu vois, ça m'a sidéré. Ou alors, pendant la Première Guerre mondiale, des zeppelins ont été bombardés Londres. Ça, je ne savais pas non plus. Voilà, donc il y a des choses qu'on a oubliées très naturellement et que d'ailleurs, moi, j'ai redécouvert à cette occasion. Des voitures à vapeur, notamment. Ça existait vraiment. Il y en a eu beaucoup, même. C'était la majorité des voitures pendant très longtemps. Voilà, donc c'est super intéressant et c'est un pas de côté. Voilà, j'ai pas créé un univers totalement, j'aurais pu, hein, mais là, j'avais envie de recréer un monde un peu de celui de la guerre froide, mais de manière un peu rétro, quoi. Donc, vous allez retrouver des films, enfin, si vous aimez les films ou les trucs de John le Carré ou des choses comme ça, bon, il y a des points communs quand même. Mhm. Ok. Ouais, tu parles beaucoup de Constantinople. Est-ce que tu connaissais Istanbul? C'est une ville que tu aimes bien ou t'as travaillé sur recherche? Non, je la connaissais pas, et je l'ai choisie tardivement d'ailleurs. Alors je la connaissais pas. Si, je connais l'histoire de l'Empire byzantin, même avant, je connais l'histoire romaine grecque et romaine de Constantinople. Je connais l'Empire ottoman, mais comme quelqu'un qui a lu des livres d'histoire, quoi. Par contre, je connaissais très, 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 très mal la culture ottomane et turque. Mais vraiment, leur histoire précise, leur mode de gouvernement, voilà, tu vois, j'avais une vague idée de ce que c'était qu'un janissaire, mais ça allait pas beaucoup plus loin. Et au départ, je ne comptais pas du tout faire le roman dans ce cadre-là. J'avais choisi la Prusse, une Prusse, qui ressemble à la Prusse de la guerre froide, enfin pardon, à l'Allemagne de l'Est de la guerre froide. C'est-à-dire, le nouvel empire a créé une espèce de rideau de fer et ça se passait là-dedans. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'introduire cette histoire de cambriole dans cet univers dévasté, ça faisait une drôle d'ambiance bizarre, qui allait pas bien. Alors j'ai essayé Paris après, mais j'ai trouvé que c'était trop rebattu, j'avais pas d'idée, très originale autour de Paris. Je me suis dit: «Mais cet empire ottoman, il faut en fait, j'ai revu à ce moment-là un livre pas un livre, pardon, un film qui est fabuleux, qui est Casablanca, qui est un de mes films préférés. J'adore ce film, j'adore Bogart, voilà, il y a des scènes super émouvantes dans ce film, et je me suis dit: «Bon, bah, la Seconde Guerre mondiale, il y avait donc Casablanca, qui était une zone, neutre. Et puis, voilà, je me suis dit: «Mais et si Constantinople était une zone neutre?» Mais j'ai hésité parce que j'avais déjà fait énormément de recherches sur la guerre froide, la culture russe, l'histoire, notamment celle de Staline, de toute la vie de Staline dont je me suis en partie inspiré. Enfin, je m'étais tapé quand même pas mal de recherches et là, je me suis dit: «Il va falloir que je me remette dans un truc». La culture ottomane, c'est épais, hein, comme truc, parce qu'il Hmm. s'agit pas raconter je voulais pas raconter de conneries, quoi. Donc j'ai hésité et puis j'ai fait un test, souvent ce que je fais. J'ai fait un test d'une cinquantaine de pages et évidemment je me suis auto-couillonné comme on dit, parce que j'ai vachement aimé quoi. Donc c'était cuit après. Ça sent que tu as pris plaisir, tu vois, t'as les petits recoins de la ville, voilà, C'est beau, hein. Franchement, c'est beau, c'est à la fois beau, cruel, enfin c'est une très grande civilisation, avec toute la calligraphie, bien sûr les aspects religieux, le multiculturalisme de l'empire. Ça vaut le coup d'être découvert, franchement, c'est superbe et c'est très inspirant. C'est très, très inspirant. ouais, tu en as fait un carrefour, comme c'est une zone neutre, tu en as fait un carrefour de culture. Donc il y a des personnages qui parlent des langues différentes et tu les as caractérisés dans tes dialogues avec des petits mots par-ci par-là de leur propre langue. Tu parles pas toutes ces langues, rassure-moi. Mais si, si, je suis, décapolyglotte, je sais pas comment dire. Non, bien sûr que non. Alors c'est pas lié à la zone neutre, hein, le multiculturalisme, Constantinople
et l'Empire ottoman, c'est une mosaïque de peuples. Bon, j'ai un peu forcé le trait, c'est vrai. Mais au 19e siècle, il faut savoir que, bah, il y avait des banquiers allemands, il y avait des ingénieurs français, il y avait voilà, le monde entier se retrouvait à Constantinople. Mais de manière générale, l'histoire de l'Empire ottoman, c'est une mosaïque absolument, fascinante. Il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, administrer cet empire multiculturel, ça devait être, quelque chose. Et l'autre chose très importante à comprendre, c'est que ce multiculturalisme a disparu juste après la guerre de 14. Je vous conseille d'ailleurs de regarder, je crois que c'est sur Arte, il y a une explication de comment le multiculturalisme a disparu des Balkans et de la Turquie moderne, on va dire, et pourquoi. Et c'est une histoire assez triste, hein, je vous préviens tout de suite, il vaut mieux être forme, à base de massacres ethniques, hein, pour faire court. Mais ça a été longtemps une sorte de compromis. Alors certes, c'est un empire musulman, hein, voilà, voilà, mais voilà, il y avait quand même une vraie diversité. Et alors pour les langues, c'est un risque que j'ai pris. Alors, je sais que certains lecteurs parfois n'aiment pas, il y en a qui aiment bien. Mais j'avais vraiment envie d'avoir toutes ces langues. Ouais, donc le turc, du danois, de l'albanais, du grec. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que les phrases sont en grec, en albanais, etc. Mais il y a des expressions, il y a des mots qui reviennent. Vous allez pas forcément les comprendre, mais c'est absolument pas grave. Moi, ce que je dis, toujours, c'est que lire un livre d'imaginaire, c'est faire un voyage. Et quand tu pars, en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique du Sud, tu comprends pas tout. Mais tu devines, tu découvres et tu as un peu ce fameux sense of wonder, hein, quand tu arrives dans un pays étranger, si tu ouvres les yeux, tu comprends rien à ce qui se passe, mais tu devines qu'il y a des trucs extraordinaires à découvrir. Donc c'est un peu cette sensation-là que j'ai voulu faire ressentir au lecteur sans que ça devienne lourdingue d'un point de vue typographique ou voilà. Donc je les parle pas, mais par contre j'ai fait gaffe à demander à des gens qui parlaient les langues, je tiens à le préciser. Ok. Et c'était valable pour le vocabulaire aussi, tout le vocabulaire technique, qui était assez important. Oui, le vocabulaire technique, du coup, est d'influence russe. Bah, assez logiquement, aujourd'hui, nous, notre vocabulaire technique est... Alors, jusqu'à la moitié du XXe siècle, il y avait beaucoup de choses en français. Je pense à frigidaire, par exemple. Mais on va dire que maintenant, c'est très américanisé. Je suppose que dans les années futures, il va y avoir pas mal de trucs en chinois, on va voir. Et là, je me suis dit, si le nouvel empire russe domine le monde grâce à sa révolution industrielle, il est assez logique que tous les termes technologiques, ou une grande partie, soient russes. Bon, une fois que j'ai eu dit ça, je m'étais encore une fois autocouillonné, évidemment, parce qu'il s'agit de le faire. Donc heureusement, j'ai un ami russe qui m'a beaucoup aidé pour me faire comprendre comment les Russes nommaient les choses, que par exemple l'Union soviétique nommait les choses en russe, comment ils abrégeaient beaucoup les mots, voilà. Donc normalement, je croise les doigts et je touche du bois. Si un Russe lit ça, il ne devrait pas trop s'arracher les cheveux sur ce que j'ai créé. D'où les noms. Par exemple, il n'y a pas de Zeppelin. Les Zeppelin, ça vient du baron von Zeppelin, qui est donc un Allemand qui a créé ces grands dirigeables à coque rigide. Voilà, là, c'est les Russes qui ont créé les Zeppelin, donc ça s'appelle des Strelok et pas des Zeppelin. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Là, tu avais donc t'as un pitch qui est magnifique. Quand tu as convaincu Brajlon, tu n'avais pas écrit le roman. Donc, ils ont dit OK, on y va sur la base du pitch. Pas tout à fait. Bon, c'est vrai, il y a cette anecdote que je raconte tout le temps, puisque j'étais au Festival des Imaginales et je sais pas, une vingtaine de minutes avec Stéphane Marsan, qui est directeur de publication chez Brajlon, puis un des fondateurs de Brajlon. Et j'ai fait le truc qu'il faut pas faire. Ça. Je lui ai dit, je vais écrire un truc sur une dictature industrielle, ça va être du steampunk, est-ce que ça t'intéresse? Il m'a regardé un peu interdit. Et en fait, il a été vraiment, vraiment cool. Et qui m'a vraiment dit, bon, tu veux faire du steampunk, déjà, il y a deux, trois trucs à éviter, des clichés, quoi, à éviter. Et après, je sais pas du tout s'il s'est souvenu de cette conversation ni rien, mais à peu près un an après, j'avais développé cette idée, etc. Et j'ai tenté un coup, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais j'ai tenté le coup suivant qui est d'écrire 50, 60 pages, je ne me rappelle plus, de tests. Mhm. Donc il devait y avoir, je sais pas, une dizaine de scènes. Et un très gros séquencier, par contre, plus qu'un synopsis, c'était un séquencier scène par scène.
J'ai écrit un mail, mais tout dans la même idée. C'est-à-dire, je vais dire à Stéphane: «Voilà, ce coup-ci, c'est plus juste une phrase un peu, voilà». Parce que j'avais peur, tu vois, d'avoir un peu raté mon coup et je lui ai dit: «Je te fournis quand même pour te montrer que ça a du corps. Je j'ai pas écrit le roman, mais je veux juste savoir si ça t'intéresse». À l'origine, j'avais pas du tout dans l'idée qu'il allait accepter. Mmh. OK. J'avais juste dans l'idée de lui dire: «Est-ce que des fois, c'est un truc qui serait publiable? Est-ce que tu trouves que le début est bon?» machin, et cetera. Mmh. Et il l'a acheté Mmh. et je le OK. remercie. C'est juste incroyable. C'est qu'il et il a pas mis longtemps, il m'a dit: «OK, ça vaut le coup». Tout a changé bien évidemment, mais ça vaut le coup. Et il a vraiment dit ça, hein. C'est impressionnant, et après il a pris ce fameux séquencier quoi, il a dit: «Bon, bah, là, il faut faire attention à ça, ça va pas, là, c'est trop long, trop court, il faut changer ci». Enfin, il a vraiment fait ça. Moi, je le remercie, du fond du cœur, je m'attendais absolument pas, hein. C'est pas de la fausse modestie, Mmh mh. Ouais. j'avais lancé un truc pour dire: «Est-ce que ça t'intéresse?» quoi, tu vois? C'est pas, et j'avais pas prévu de l'écrire à cette vitesse, ni que ce serait publié aussi vite du tout, du tout, du tout. Je pense qu'il a fait un pari, hein, je sais pas du tout, c'est quand même un deuxième roman, machin, bon, voilà, Mmh. et je peux que le remercier pour ça. C'est une vraie marque de confiance. Et sur les 50 pages que tu avais envoyées, il reste quelque chose ou? Mmh, ouais, ouais, il reste la même, c'est vraiment, il y a une différence notable, mais je vais essayer de pas trop spolier, mais il y a une différence notable dans un des personnages qui s'appelle Jules Frénois, qui avait une part beaucoup plus importante dans l'histoire. Mais sinon, c'est à peu près ça. Bon, et je l'ai Mmh mh. réécrit, je l'ai bien réécrit, hein, mais Normal. ouais, c'est assez normal, sans que ce soit une réécriture profonde, mais il y a ce travail par couche, tu sais, au début, ton texte, il est un peu squelettique. Alors après, il faut lui donner de la substance pour provoquer une émotion. Et puis, il y a une notion de rythme. Alors, dans le grand jeu, j'ai beaucoup tordu mon écriture. C'est-à-dire que je voulais vraiment imiter des romans d'espionnage. Donc, par exemple, ceux de Ludlum, que j'aime pas particulièrement, mais il y a un rythme dans le roman d'espionnage. Tu vois? Alors, il y en a qui l'écrivent très lentement, mais moi, je parle vraiment des trucs à la Jason Bourne. Tu vois? Oui, t'as des chapitres assez longs et t'as des chapitres qui vont faire 2 pages, quoi, donc c'est Ouais. tu as varié aussi Et il y a une bien autre varié le rythme. pratique, chez Ludlum, en tous les cas de ceux que j'ai lus. Encore une fois, j'apprécie pas forcément le bonhomme ni la manière dont il écrit, mais en fait, il a ce truc que j'aime beaucoup qui c'est très multi-point de vue et il met en place une espèce de gigantesque puzzle. Il te montre les méchants, ce qu'ils font, machin. Donc tu es une espèce d'observateur un peu omniscient et après il rassemble le puzzle à la fin et tu t'es fait quoi, tu t'es fait couillonner. Et ça, je l'avais vraiment déjà en tête depuis le début. Donc le problème, c'est que du coup, c'est pas une écriture forcément très naturelle pour moi. Donc j'ai dû, là, il y avait un côté planificateur. Je me suis dit: «Bon alors, il va là, il fait ça, machin, ça». Et j'avais vraiment envie de donner enfin, il y avait une intention, quoi. Et c'est pas facile, en fait, à faire ça, quand tu te laisses pas aller, quoi. Tu rappelles que c'est ton deuxième roman, tu avais déjà l'expérience des textes longs. Heu, qu'est-ce qui a changé entre les 2 les tu vois, les 2 expériences? Qu'est-ce que tu as, appris ou renforcé, dans la 2e fois, que Bah, le roman précédent est un peu particulier parce que c'est, ce qu'on appelle un fix-up, c'est-à-dire un roman à épisodes, en fait, que j'ai écrit mmh. sur, une période beaucoup plus longue, et il a eu le temps de maturer. Les personnages, t'envahissent un peu, ils s'habituent à toi et toi tu t'habitues à eux et ils acquièrent de la profondeur, un peu comme dans une série télé, ils acquièrent de la profondeur. Donc la principale différence, c'est ça, c'est-à-dire que, là, je me suis retrouvé plutôt dans la position d'un type, j'imagine, qui fait un téléfilm ou un film, et qui doit littéralement créer de toutes pièces, des personnages, une intrigue profonde, dense, qui provoque de l'émotion, qui est intéressante, mais sur un temps très court, très, très court. Hem et ça c'est à la fois c'est une différence, hein, mais c'est surtout une très grosse difficulté. Je pense que des écrivains beaucoup plus expérimentés que moi, abordent ça avec plus de calme, mais c'était un peu, c'était un peu abyssal pour moi. Non, j'ai eu du mal, hein, j'ai vraiment eu du mal parfois. Alors heureusement, je suis bien entouré, mais il y a des moments où tu te dis, «Est-ce que ça va le faire, quoi?» Donc c'est le temps, hein, parce qu'en fait, Stéphane Marsan, a dit oui, quelque part en mai ou en juin, je me souviens plus, Mmh. et j'ai rendu le livre en octobre, de la même année, je tiens à Ouais. préciser, ce qui doit faire peur à un certain nombre d'apprentis écrivains à juste titre, hein, je vous le dis, Mmh.
C'est un petit roman, hein, certes, mais c'est quand même. Voilà, donc c'est ça qui a changé. Maintenant que je suis de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que je l'ai fini, j'ai l'air très calme. Mais même là, quand on a fait le premier podcast, j'étais pas forcément très fier. Voilà, je savais que je m'attaquais à un truc qui était un peu trop gros pour moi quand même. Et ça s'est bien passé, j'ai quand même fini sur les rotules, mais voilà, je suis très heureux de l'avoir fait et d'avoir réussi à le faire. C'est un petit défi personnel. Voilà, je sais pas comment te dire, c'est comme quand le mec arrive à courir plus longtemps, plus vite, plus fort, ou je sais pas. Voilà, je suis content. Je suis content d'y être arrivé, quoi. Ouais, je me souviens dans le premier podcast, tu étais plutôt au pied du mur, c'est-à-dire que tu avais encore le dur devant toi, donc c'était donc ouais, c'était pas forcément le moment le plus agréable, ouais. Ça a été agréable, mais je sais pas comment dire. Enfin, je crois que bon, c'est là que quand tu écris, bon, tu le sais toi-même puisque tu écris, il y a ce côté quand même, il faut produire quelque chose, il faut que ça sorte. Alors, Mmh. c'est pas facile et tu te poses des questions, puis tu vois bien que c'est difficile, quoi. Ça coule pas tout seul, enfin, pas tout le temps. Là, il faut le faire obligatoirement chaque jour. C'est ça qui est vachement dur. Tu peux pas te dire, je prends 3 jours tranquille et je sais pas quoi, je vais réfléchir, quoi. C'est parce qu'en fait, t'as pas 3 jours. Euh, donc j'imagine que par exemple les mangaka, ça doit être un peu ça leur vie, en 1000 fois plus parce qu'ils doivent faire 20 pages par semaine. Mais voilà, j'étais dans la peau d'un mangaka qui doit pondre X milliers de caractères par jour et il faut que ce soit intéressant, cohérent. Voilà. Donc ça, c'était un défi à mon échelle, qui est quand même une échelle assez petite. Voilà, c'était très dur. C'était vraiment très dur, pour faire ça et j'en ressors, très très probablement assez grandi quand même. Oui, et pour, repréciser sur le délai, en fait, l'échéance, c'était février parce que c'est le mois du cuivre et donc, tu voulais passer, dans cette collection, en février Ouais, alors, 2021 et enfin, Brajlon m'a pas imposé ça, hein. C'est mmh. juste Marsan m'a dit: Si tu veux finir pour février 2021, il faut que ce soit prêt en octobre», parce qu'en fait le bouquin a un temps de fabrication plus long. Mais il m'a dit: «Sinon ce sera 2022». Si tu veux, il m'a pas dit, Mmh. Oui, bien sûr, ouais. «Tu le fais pour 2021 ou je te vire», quoi. Pas du Oui, tout. oui, bien sûr, non, non, Mais je me c'était, suis auto-mis la pression, heu et ça, je peux pas l'expliquer pourquoi, mais j'avais envie de l'écrire, j'avais envie de l'écrire pour février 2021, j'avais envie de le sortir, j'avais envie qu'il y ait des lecteurs qui s'éclatent à le lire. Voilà, ça pour le coup, je peux pas te dire pourquoi, mais c'était comme ça, il fallait que ça se fasse. mmh. Et oui, c'est ça le délai, tu as tout à fait raison, c'était le mois du cuivre qui est parution steampunk chez Brajlon et qui est d'ailleurs, je le vois maintenant dans la communauté steampunk, assez attendu, en fait. Mmh. Oui, c'est manifestement, c'est connu. Quand j'ai dit à mon libraire: «Oh là là, il est magnifique, il est doré». «Ah mais oui, mais monsieur, c'est le mois du cuivre». Oui, voilà, tu vois? Donc ouais, c'est normal. Ouais, ouais, bah, alors moi, oui, c'est vrai, bon, je connaissais le mois du cuivre, parce que je suis un peu Brajlon depuis, enfin, même beaucoup depuis longtemps, mais là, là, je vois ce que c'est que le mois du cuivre, tu vois, le vrai, celui où tu es dedans. C'est assez agréable parce que d'ailleurs, la communauté steampunk, je trouve, est une communauté hyper accueillante, super bienveillante, passionnée. Ouais, ouais, je suis assez épaté quand même. Est-ce que tes premiers romans, ça a joué dans les premiers textes, voilà, les mystères de Kiosk, est-ce que ça a joué dans la décision de Brajlon d'y aller avec toi? Ou ils ont vraiment jugé le projet, sur pièce, l'exemple que tu as fourni et Faudrait demander, j'en ai jamais discuté ni avec Pierre Pevel, ni avec Stéphane Marsan. Je crois que les éditeurs craignent les jeunes écrivains. Alors, jeune, je suis pas jeune, mais je veux dire débutants, on va dire, euh, parce qu'ils finissent pas. Euh, et- donc si c'est à jouer, il faudra encore une fois leur demander, c'est peut-être ça. C'est-à-dire le type, ça va, il a fini, quoi, il arrive à finir des trucs. Parce que c'est un vrai risque pour l'éditeur sinon. C'est déjà arrivé, je citerai pas de nom, mais c'est déjà arrivé chez Brajlon, il y a des gens qui n'ont pas fini, quoi. Pas fini ou pas fait le deuxième tome, etc. Et je jette la pierre à personne parce que c'est pas facile de finir un livre. Vous pouvez mmh. dire ce que vous voulez, c'est pas simple. Et après, il y a je sais pas si le projet transparaît peut-être à travers l'individu. Il y a une façon de convaincre ou d'incarner son projet. Si tu arrives un peu à dire, à faire passer par des signes, par la parole, par je sais pas quoi, le fait que
vas tenir ton engagement, peut-être que ça joue. J'ose espérer qu'en fait, si, Stéphane Marsan s'est décidé, c'est parce qu'il avait besoin de textes autour du steampunk. Mmh. Heu, c'est un projet steampunk, voilà. Et la deuxième, c'est que l'idée, il s'est dit: «C'est en adéquation avec ma ligne éditoriale et ça peut plaire donc aux gens qui achètent des livres chez Brajlon», je pense. Je crois pas qu'il je pense qu'un éditeur, enfin, je j'ai jamais été éditeur, je ne sais pas, il faudrait leur demander, mais ils choisissent comme ça, en fait. Et ils se disent: «J'ai une ligne éditoriale, j'ai donc un public, je fabrique un produit, hein, c'est pas voilà, et celui-là pourrait convenir à mon public et correspond à ce que je veux faire». Et en plus, le mec a l'air à peu près de tenir la route. Mmh. Voilà, ça il ne gâte rien. Et justement, là, alors, c'était pas la première fois que tu travaillais avec un éditeur parce que tu as donc participé avec Pierre Pével à son projet de recueil de nouvelles, d'anthologie dans le Paris des Merveilles. Mais ce projet, le précédent projet, tu travaillais directement avec Pierre Pével Ouais, sur le niveau éditorial. qui joue de rôle de directeur de collection, donc. Mhm. Là, comment ça s'est passé le travail avec l'éditeur? J'imagine que quand tu as remis, tu as eu encore beaucoup de travail derrière à faire. Non, pas tant que ça, Pas tant que ça, hein. je sais à quoi tu fais allusion, oui, il m'a fait réécrire la fin, on est d'accord. Non, non, mais oui. Et tu as raison. Mais, non, non, bah, d'abord j'ai livré, le texte au fur et à mesure, puisque les délais étant très courts, je voulais pas me retrouver justement à avoir 2 mois de correction, mais en fait, tu as 10 jours pour les faire, donc tu dors pas, machin. Heu et j'ai découvert d'ailleurs, tiens, c'est une très bonne question, tu vois, ça, parce que en fait, le travail d'édition dépend de l'éditeur. Alors je vais essayer de m'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui sont très, très, très interventionnistes. Ils vont littéralement quasiment réécrire ton texte. Mhm. Heu, voilà, et il y a d'autres éditeurs qui vont en quelque sorte réserver leurs cartouches. C'est-à-dire qu'ils vont pas forcément, comment dire? Ils vont plus s'attacher à la structure de l'histoire, à la mise en scène, et cetera, plutôt qu'au style. Voilà, donc ils sont beaucoup moins ce que je dis moins interventionnistes, c'est-à-dire qu'ils vont pas chercher à métamorphoser la manière dont tu écris. Ils vont pas chercher à te faire travailler ton style ou voilà. Ils vont Mm. essayer surtout à avoir une très bonne histoire, qui tienne la route, qui soit intéressante, et je vais être très franc, je préfère ce genre d'éditeur. Mhm. Moi, en fait, ça me coupe l'envie d'écrire quand quelqu'un se met à réécrire toutes mes phrases. Oui. Mm. C'est très pesant pour moi, j'ai beaucoup de mal. Alors c'est peut-être un problème d'ego, hein, j'ai pas de problème, enfin, je sais pas, mais j'ai du mal à travailler comme ça parce qu'en fait, j'ai un style, les gens verront, mais j'ai un style qui est pas un style, à fioriture ou très développé. J'ai un style assez nerveux, assez sec, avec des descriptions, assez ciselées, voilà. Je suis pas un écrivain, qui va, prendre son temps à développer, voilà, et c'est un choix, hein, je veux dire, c'est parce que j'aime écrire comme ça et j'adore lire des livres qui ne sont pas de mon style, évidemment. Et disons que voilà, c'est ça. Et alors donc, souvent, je suis déjà tombé sur un ou 2 éditeurs, ils réécrivent mais vraiment, ils rajoutent des adjectifs, ils rajoutent des machins, ils étendent les voilà. Et ça me coupe complètement mon envie d'écrire, moi, c'est très pesant pour moi parce qu'en fait, c'est plus mon texte, quoi. J'ai l'impression. Par contre, les éditeurs qui ont cet œil hyper acéré sur l'intrigue, la structure, la mise en scène, le rythme, heu j'adore. Oui. Honnêtement, j'adore. Mm. Franchement, je suis un très grand fan de ça. Discuter de pourquoi une histoire est fantastique, dans sa structure, et cetera, enfin, ça, c'est génial et donc ça, c'est plutôt Pierre Pevel, pour le coup. Pierre Pevel travaille comme ça. Ce qui fait que c'est assez étonnant parce qu'il est capable d'apprécier des styles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et Stéphane Marsan est aussi comme ça. Mm. Mm. Ça veut pas dire qu'il est gentil, ça veut dire qu'il par exemple, typiquement, il a été cash, la première fin que j'avais écrite, il m'a dit: «Niet quoi, ça va pas passer ça, il va falloir que tu la réécrives d'une certaine manière», et il a très bien argumenté et voilà, je l'ai réécrit et tu vois, ça me dérange pas du tout. Voilà, donc c'est ça que j'ai appris, et j'ai appris non pas à travailler avec un éditeur parce que j'avais en fait l'habitude même dans la non-fiction, mais je sais à peu près maintenant avec quel type d'éditeur j'aime travailler. Alors, c'est éditeur, relecteur,
ou directeur de collection, peu importe. Mais la personne qui va t'aider à faire grandir une intrigue, à la structurer, à faire en sorte qu'elle soit intéressante. Charge à moi, en tant qu'écrivain, d'avoir le style qui accompagne cette histoire du mieux qu'il peut, mais c'est mon style. C'est la manière dont j'écris. C'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas me reprendre. Quand la description est incompréhensible, l'adjectif ne veut rien dire, ou la phrase vraiment, vraiment trop maigre, j'ai pas de souci. Mais si tu veux, tout réécrire parce que la personne a une vision de quel devrait être le style, ça c'est quelque chose de très dur pour moi. Mais j'arrive pas du tout à m'y adapter. Donc ça, je le sais, c'est une de mes limites. Et Mmh. donc je vais faire avec hein, dans le futur. Mmh. Mais c'est important de choisir son éditeur du coup. Sinon, bah, c'est un peu pesant comme travail. On est de bonne composition, hein, je suis pas un barbare, mais c'est pesant, quoi. Justement, ouais, au niveau de la narration, de la construction, c'est intéressant. Les personnages sont bien caractérisés et tu vois, ils ont des belles typologies et puis bah, ils sont assez profonds, quoi. Tu vois l'histoire, l'histoire qu'ils ont. Ça, tu l'as construit comment? Enfin, ça, C'est ce que je préfère faire. On va être franc. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu le grand jeu, mais enfin beaucoup de gens, enfin les gens qui ont lu le grand les millions de lecteurs, non, enfin, il y a des gens qui m'ont fait des retours très gentiment d'ailleurs, je les remercie, très bienveillants, très gen même quand ils n'ont pas aimé le livre, c'est quand même et ça j'ai adoré. Merci beaucoup. Hem, Beaucoup de gens on a beaucoup tu vois, la première chose dont on a discuté, c'est l'univers. Alors il se trouve que je suis de formation historien, donc évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de faire un univers, qui soit un petit peu historiquement, évoluer. Mais c'est pas là que je prends, mon plus de plaisir. Le plus de plaisir, c'est dans la construction de personnages, heu, en fait, je sais pas si tu vois un peu le la comment fonctionne la tragédie grecque, par exemple, mais en fait, les personnages de la tragédie grecque incarnent quelque chose, à cette espèce de fatum, de destin et ouais. ils portent chacun quelque chose, qui sont souvent des failles, des histoires. Bon, alors chez les Grecs, ça tourne un peu au bizarre d'ailleurs, Mmh. entre les incestes, les meurtres, les machins, mais et ça, voilà, ça, c'est mon grand plaisir, c'est d'avoir des personnages plus grands que tu ne rencontreras probablement jamais dans ta vie, hein. Si tu songes aux personnages du grand jeu, c'est peu probable que tu en aies comme ça dans la réalité, mais ils incarnent quelque chose qui est souvent un questionnement, qui peut être simplement familial, mais il y en a qui ont des vraies fêlures, il y en a d'autres qui ont des tics, enfin, il y a des choses et c'est comme si c'était un seul personnage, si tu veux, cette bande, mais ils représentent chacun, une facette, en fait et moi, ça, j'adore. Ça, c'est le truc que j'adore faire. J'aime le contraste aussi beaucoup. C'est-à-dire, j'aime bien associer des personnages qui ont pas grand-chose à voir entre eux, voire qui sont forcés de s'associer, et de travailler ensemble. J'aime beaucoup la coopération, plus que le conflit et j'aime bien incarner ça. Alors évidemment, le travers de cette méthode pour créer des personnages, c'est que ça peut devenir un peu caricatural. Si chacun incarne une sorte si le méchant incarne, vraiment le méchant, sans Mmh. faille, sans rien, c'est un peu compliqué. Donc il faut que je fasse attention. Mais je crois sincèrement que, bah, d'ailleurs, on pourrait faire l'expérience, mais tu peux prendre les personnages du grand jeu, les mettre au Moyen Âge, dans l'Antiquité, au XXe siècle ou même dans le futur, je crois que ça marcherait aussi. Mmh. Heu, voilà, donc l'univers est fécond, il pose un cadre, il dépayse et tout, mais si t'as pas un personnage à peu près intéressant à suivre, tu vas t'emmerder, hein. Mmh. Bah, ce personnage presque que je trouve le plus, intemporel, c'est le grec. Parce que lui, bah, Périphanos. voilà, il pourrait être à n'importe quelle effectivement, à n'importe quelle époque et il a, ouais, c'est un pilier mythologique, en fait. Ouais, Périphanos, c'est aussi c'est une figure un peu paternelle aussi, Mmh. Oui, c'est vrai que lui, tu peux le retrouver chez les pirates, tu peux le retrouver en tavernier, tu peux le retrouver dans la forêt de Sherwood, tu peux le trouver un peu partout, ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, j'aime beaucoup ce personnage. Moi, je l'aime bien, j'aime bien Racine aussi, son lieutenant. Mmh. Mmh. Donc ouais, tu as effectivement créé des personnages solides. Sur l'édition, tu m'avais dit qu'il y avait les relecteurs avaient trouvé des mots que tu avais trouvés dans Wikipédia, mais qui avaient en réalité un autre sens. Wikipédia était erroné. Bah, Donc ça oui, c'est ça qui a été ce mot Wikipédia là est erroné, quoi. sur les bateaux là, Ah bah, la j'ai la chance, passerelle. oui, oui, j'ai la chance d'être ami avec Sylvie Poulain, Mhm, qui, est à la fois co-autrice sur Les Mystères de Pioche et puis on a des points communs d'écrivains. Donc elle m'a très gentiment accompagné dans le roman. Elle a un don pour spotter les incohérences que je ne manque pas de glisser dans mes romans.
C'est une romancière elle-même, hein, elle est pas de Mmh. voilà, pas que relectrice, c'est ce que je veux dire. Donc ça non, mais c'est Oui. important parce qu'en fait, quand un auteur relit un auteur, c'est un peu différent quand même. Mmh. Moi, j'apprécie beaucoup et voilà, c'est une ancienne de la marine française, donc elle était pilote d'hélicoptère, elle a fait, toutes les mers du monde, voilà, dans les Caraïbes et cetera. Enfin, ça une vie assez dingue et alors évidemment, moi, j'ai commencé comme une fleur à parler de bateaux. Vous verrez, il y a des bateaux à vapeur. Et puis, je me suis piqué d'utiliser un petit peu, tu vois, le vocabulaire marin, quoi. Tu vois, les haussières, les échappées, les écoutilles. Et là, tadada. Et donc, j'avais effectivement en marge des trucs en disant, ah non, je crois que là, on parle non pas de parois, mais de cloisons. Et je pense qu'une écoutille, c'est forcément comme ça. Et ça, c'est pas une écoutille, en fait, c'est une porte étanche. Tu vois? Et ouais, ouais. C'était assez foufou, et en fait, j'aime beaucoup ça. Je pense que le lecteur et la lectrice s'en fout complètement, mais moi, c'est une espèce d'easter egg géant. À chaque page, il y a un easter egg, les mots, les petits détails, le nom de la rue, machin, tout le monde s'en fout, mais quand je relis une page, je suis tout content de moi, tu vois? C'est un petit peu con, je dis: «Oh, ça, c'est vrai», tu vois? C'est un plaisir personnel, presque un truc d'entomologiste ou de philatéliste, j'en sais rien, mais j'aime beaucoup ça. Ce qui me plairait beaucoup alors si, il y a une anecdote que je peux raconter qui est absolument géniale. Donc il y a le correcteur de Bragelonne qui arrive à la fin et qui redresse le texte et à un moment, je parle d'une église orthodoxe à Paris, qui s'appelle Romanov, je crois. Mmh. Et en fait, le mec me dit: «Ah non, non, c'est l'église cette église orthodoxe à Paris, elle s'appelle, Alexander je ne sais plus quoi». Enfin, c'est un autre nom. Mmh. Et donc j'étais obligé de lui expliquer que non, car les Romanov ayant été renversés, bien plus tôt, eh bien cette église, finalement dans mon monde, tu vois? C'est le détail de je crois que c'est une phrase au dans le bouquin. Le mec a spoté le truc et voilà, moi ça me fait plaisir que le correcteur ait vu ce petit truc dont tout le monde se fout, à part peut-être les Russes, qui vont tout de suite, repérer, ça. Ça m'a fait plaisir, tu vois? Et des easter eggs comme ça, mais il y en a dans tous mes bouquins. Vous allez en trouver partout, y compris dans les mystères de Kioch, il y a des allusions à plein de trucs, des espèces de caméos, d'easter eggs, donc je pense 99,9 des gens ne s'en rendront pas compte, mais moi, à titre maniaque et personnel, j'adore. Mmh. Je Ouais, ferai un bingo quiz un jour là-dessus. ouais, ouais, c'est ça fait des merveilleuses anecdotes après pour les podcasts. Mmh. Donc tu as une année 2020 de folie, mais tu as encore, plein de projets là qui suivent pour 2021 donc tu Oui. parlais par exemple des Mystères de Kioch? Bah, ça, c'est chouette ça, enfin, c'est chouette et ça me fait un peu peur, hein, donc Les Mystères de Kioch, c'est une série de fantasy en 10 épisodes, hein, qui imite un peu vos séries favorites, sur Prime ou Netflix et voilà, bah, je vais écrire le 10e là. Et moi je me suis habitué, hein, à ces personnages, donc ça me fait un peu, j'ai un peu de nostalgie là, je le sens bien, je le mat quand je m'y mets le matin pour écrire, je vais pas si vite que ça, tu vois? Je prends mon temps. Mais oui, on va écrire un sublime finale là, va complètement conclure tout ce qu'on a mis, toute la fourberie qu'on a mis dans les 9 épisodes précédents, la manière dont on a essayé d'embarquer le lecteur, tout va se résoudre là, c'est un grand moment donc avec, cet épisode, je sais pas trop quand il va sortir, mais c'est là dans les semaines qui arrivent et puis après il y aura l'intégrale bien sûr du 2e volume, ce sera donc mon 3e roman. Et Mmh. ça fait bizarre d'abandonner, tu vois? C'est comme quand j'ai fini le grand jeu, il y a une forme de nostalgie, voilà. Après, c'est plus des nouvelles, j'ai des projets de nouvelles, donc j'en ai une que j'ai écrite il y a assez longtemps qui va paraître en juin pour le festival Nice Fiction, qui est une histoire de science-fiction futuriste, qui parle, d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est de comment une civilisation renaît alors qu'elle vit encore dans les ruines du passé. Mmh. Voilà, intéressant, enfin, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai, une 2e nouvelle dans le Paris des merveilles, dont je trépigne d'impatience de commencer parce que je pense que ça va être génial à écrire. Là, pour le coup, j'ai vraiment très, très envie de commencer, faut que je me force à pas le faire, mais ça va être topissime avec de la magie, de l'action, non, c'est vraiment top. Très content de repartir dans cet univers, et voilà, donc ça, c'est les 3 projets, si tu veux, du premier. Er Non, j'en ai oublié un, pardon, très important.
Je travaille avec une petite société, un petit éditeur qui s'appelle Oniri, qui est spécialisé dans le steampunk, qui m'a fait le plaisir de sélectionner une nouvelle pour laquelle j'avais postulé, qui se passera dans l'univers du grand jeu d'ailleurs. Mmh. Rien à voir avec l'intrigue principale, mais c'est le même univers. Et le thème de cette anthologie est superbe, c'est les contacts avec des cultures étrangères et la frontière. Et ça, c'était génial d'écrire ce truc. On est en pleine correction là en ce moment. Voilà, donc Oniri avec un éditeur qui fait des trucs vachement bien et vachement diversifiés en steampunk. J'essaye vraiment d'aller regarder ce que fait cette petite société. C'est super. Mmh. OK. Bon, bah, écoute, très bien, ça fait beaucoup Ouais, d'actualités. Tu disais, oui, ce que je reviens juste une minute vas-y, vas-y. sur le grand jeu, mais ce que j'ai beaucoup apprécié et ce que je n'arrive pas encore à faire, très bien, c'est que tu arrives, bien à relier ce qu'on trouve dans des chapitres, un peu dans la première partie, dans le premier quart, on va dire, qui se déplient et se résolvent dans la fin du roman. Donc c'est assez, on va dire, tout a un sens, tout est là pour une raison et ça converge bien. Donc voilà, Ah, c'est très c'est ouais, intéressant. ça c'est le plaisir de lecteur hein, quand même. Mmh. Moi, j'adore quand tu as ça dans un roman ou c'est les fameux fusils de Tchekhov, hein, on se demande pourquoi il y a un fusil à l'acte 1, tu comprends à l'acte 2 ou 3 ou 4. Euh, c'est un jeu intéressant. Alors, ça veut pas dire... Il y a des romans qui ne le font pas du tout et qui sont merveilleux. Moi, j'aime beaucoup ces romans-là aussi. Mais moi, en tant qu'écrivain, j'ai ce plaisir du puzzle, quoi. C'est-à-dire, c'est pas que je veux entourlouper le lecteur, loin de là, mais j'aime bien quand les choses à la fin. En fait, ce qui me satisfait en tant que lecteur, c'est cette espèce de mécanisme complet à la fin qui dit j'ai l'impression d'avoir achevé quelque chose et de m'être fait embarquer dans un voyage qui était relativement cohérent. Encore une fois, c'est mon plaisir. Enfin, je lis aussi des livres qui sont juste une divagation et ça me va extrêmement bien. Mais, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet aspect. L'autre aspect, c'est de découvrir progressivement un monde. C'est quelque chose que j'adore aussi. Voilà, donc je reproduis ce que j'aime, hein, ni plus ni moins. Après, c'est un travail qui est un peu fastidieux. Parce qu'il y a aussi une notion d'équilibre, de rythme, il faut pas que ce soit trop évident, etc. C'est un peu plus, ça fait un peu horloger, tu vois, par moment. Mmh. C'est moins spontané, voilà. Donc faut essayer de trouver un équilibre d'écriture, quoi. Donc ouais, là, tu nous as donc décrit tes projets, pour 2021. Donc là, tu as encore une année, eh Enfin, bien, premier semestre uniquement, mon ami. un 1er Normalement, semestre. Ah ouais, oui, donc un oui. premier semestre bien chargé. Est-ce que tu as déjà des projets en tête d'autres romans? Comment tu La réponse est oui. Bonne nouvelle. La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, je sais pas du tout comment tu fais toi en tant qu'auteur, mais moi j'ai régulièrement quand même une petite pocket d'idées. Mmh, Tu vois, oui, les idées de la douche, tu sais. ouais, Oh putain, ce c'est ça. serait bien comme histoire. Bon, il y en a un paquet qui sont nazes en fait, Oui, oui. mais 2-3 jours après, tu fais bon, celle-là est pas terrible. Mais il y en a deux trois qui survivent là selon un procédé darwinien assez incompréhensible. Et oui, j'ai honnêtement là 3 pistes possibles, Mmh. qui sont à peu près aussi évoluées que le grand jeu, quand j'en ai discuté avec Stéphane Marsan en 2019, donc c'est-à-dire pas très avancé quand même. Mmh. Mais dont j'ai l'intuition que si je les travaille un peu, ça peut peut-être, donner quelque chose, tu vois, d'intéressant à raconter, toujours avec ces idées. Souvent mes idées sont des idées de personnages ou de destin plutôt que d'univers. Voilà, donc j'ai deux trois idées. Hem, alors c'est des genres assez différents. Il y en a un, c'est vraiment du space opéra, ou plutôt un thriller de science-fiction, mais qui se passe vraiment dans l'espace, et l'espace genre, lointain. Hem, il y a une 2e chose que je qualifie de fantaisie monastique. Donc ça, c'est quelque chose qui serait un peu dans l'ambiance un peu Nom de la rose, mais véritablement dans la fantaisie. Mmh. Et puis une troisième chose qui serait du cyberpunk. Ça doit te plaire ça. Mmh. Et Ouais. mais un cyberpunk, pas rétro, c'est-à-dire pas Blade Runner, un cyberpunk de maintenant. Un cyberpunk, qui utiliserait mes connaissances,
notamment autour du développement web ou de tout ce qui arrive autour du digital. Il y a pas de ga il y a un autre projet de fantasy, mais une fantasy un peu, presque de la science-fiction, en fait, donc je sais pas comment l'appeler, une sorte de science fantasy, bon bref, pas une fantasy classique moyenâgeuse. Mmh. Et donc moi, pour décider des projets, parce que ces idées-là étaient concurrentes du grand jeu, après tout aussi, Mmh. Ouais. enfin une partie d'entre elles, je fais des tests. J'essaye de développer des intrigues, de regarder si c'est fécond, de regarder si je fais des recherches. Donc à un moment donné, les uchronies du grand jeu, j'en ai écrit 4-5 là pendant l'été, de façon à voir laquelle serait à peu près il y en avait une par exemple qui imaginait que la Première Guerre mondiale ne s'était pas produite parce que les pacifistes allemands et français avaient réussi à contraindre leur gouvernement de ne pas se faire la guerre. Tu vois. On est quand même très éloigné du grand jeu tel qu'il est, mais voilà. Et c'est l'Empire russe qui a gagné en l'occurrence dans cet univers-là. Donc là, en ce moment, je fais plein de tests et j'ai bien l'intention au premier semestre de faire émerger une idée. Et puis après, bah, je vais reprendre mes petites méthodologies, c'est-à-dire je vais essayer d'aller plus loin, de peut-être avoir 50, 60, 100 pages pour voir si les personnages. C'est souvent j'abandonne les idées quand les personnages se développent pas bien en fait. Euh, Quand ça devient trop caricatural ou que ça fait un flop, tu vois, tu t'emmerdes au bout de 10 pages. Voilà. Bon, bah là, pour le coup, j'abandonne. Alors, j'en ai pas mal comme ça dans les tiroirs. Mais parfois, ils prennent vie, ils prennent vraiment vie, ils t'échappent complètement. Et là c'est le moment de dire, ok, il faut y aller. Mmh. OK. Bon, bah, en tout cas, les 3 thèmes sont alléchants, hein. Il y a pas que le cyberpunk qui me semble, à bon potentiel, donc c'est En fait, le cyberpunk, il s'est encrouté là dans ses clichés là, avec la matrice, les samouraïs virtuels, les machins. Et il a été complètement dépassé par la réalité aujourd'hui avec les deepfakes, etc. Et surtout, il aborde le cyberpunk, quand je fais une parenthèse là-dessus, mais ça aborde beaucoup la critique du capitalisme, et une technologie un peu folle qui échappe à tout. Enfin, le monde, il est un peu plus diversifié que ça, hein. Il ne se résume pas à des mondes basés sur Blade Runner avec des méchants capitalistes, tu vois. Et d'ailleurs, Blade Runner s'en tire très bien parce qu'il aborde un sujet qui est l'humanité et les androïdes. Et voilà. Et je trouve qu'il s'en tire merveilleusement bien parce qu'en fait, Blade Runner, bon, le décor est absolument fabuleux, mais ce qui est intéressant, c'est quand même ses répliquants et oui. leur volonté de vivre. Et donc moi, j'ai envie d'un cyberpunk qui soit beaucoup plus moderne et qui parle des problématiques actuelles du digital. Mmh. Le cyberpunk, on vit dedans en fait. Sauf qu'il a pas la même gueule, il est déguisé, il a pas du tout la même gueule que dans Blade Runner, hein, mais Ouais. mais excusez-moi, la pollution, elle est bien là, le réseau mondial, il est bien là, les hackings permanents de l'administration américaine, ils sont bien là, enfin, c'est du cyberpunk, on vit dans du cyberpunk, quoi. Ouais. Alors il y a quand même quelqu'un qui le fait pas mal, c'est Werner Vinge, notamment avec Rainbow Eight et Cookie Monster, mais voilà, il y a besoin de moi, j'aimerais bien m'immiscer là-dedans. Alors c'est pas facile par contre parce que c'est très abstrait et finalement le digital, il est partout et inconnu de tout le monde. Oui. Et ça, c'est très dur, je trouve, ça fait pas partir de la culture commune de tout le monde, quoi. Ouais, et puis il est très mythifié. Il y a beaucoup de diversions qui sont fausses, en fait, pour le grand Tout à fait, public. tout à fait. Mmh. Donc voilà un peu les pistes. Je t'avoue que se frotter au space opera, j'adorerais. Je sais pas si aujourd'hui, alors il y a d'immenses auteurs français comme Romain Lucazot là, avec Latium qui nous a pondu un chef-d'œuvre. Mais ça me fait un peu peur quand même, ça. Faudrait que je le vois. Mais j'adorerais le faire, franchement. Je pense qu'il y a des trucs à faire en science-fiction, de la vraie SF, hein. The Expanse montre qu'on peut faire des trucs fabuleux, mais fabuleux. Je trouve qu'il y a un truc. La fantasy, c'est très bien aussi, hein, mais bon, voilà. Donc, tu vois, je sais pas trop sur quel pied danser. Ça va venir, hein. Il me faut donner un peu de temps. Je suis preneur de tout, je suis preneur. Après, il faut qu'un éditeur accroche aussi Mmh. et se dise: «OK, ça». Parce qu'en fait, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il faut bon, on l'avait dit au premier podcast, hein, mais moi, j'ai envie que le livre arrive auprès de lecteurs. Mmh. J'ai véritablement envie qu'une œuvre, pour moi, elle est partagée avant tout avec des lecteurs. Heu et c'est pour ça qu'en fait, je suis même quand quelqu'un n'aime pas le roman, il me le dit et il y a une personne qui me l'a dit et c'est très bien, c'est super. Ça veut dire que je l'ai partagé avec quelqu'un, il m'a dit: «Bon, ouais, c'est pas trop mon truc». Voilà, bon, bah, ça me va très bien. Parce que ça veut dire que cette personne a fait l'effort, elle a lu,
elle donne son avis et d'ailleurs c'était pas du tout agressif, c'était plutôt cool. J'adore ça et je pense que voilà, moi c'est mon but, je n'imagine pas un livre qui soit pas ous publié d'une manière ou d'une autre, quoi. Merci, je crois, Benjamin, on a fait le tour de Le ton tour de la actualité. question? Ouais, 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 Wouhou! donc Il est merci écrit! pour ton parcours. Bah, merci à toi. Merci à toi, c'est hyper agréable. Bah, c'était agréable et puis voilà, ça donne tu as ouvert d'autres perspectives pour, un autre podcast pour le prochain roman, donc C'te bah, c'est avec plaisir. parfait. Ça va devenir une tradition, c'est super, agréable. Par contre, il faudra que tu me fasses une promesse, c'est-à-dire que quand tu auras écrit ton roman, et ben Mmh. c'est moi qui serai de l'autre côté et je OK, te poserai bah, des questions avec plaisir, avec plaisir. Je promets ça. Je m'engage. et bah, ouais, ouais, bah, ce serait vraiment génial. Je ferai un double vie avec Mickaël Raymond qui nous racontera comment il a écrit son roman. Avec plaisir, on fait ça. Benjamin, merci beaucoup Merci à et toi, puis, très gentil. à une prochaine. Ah bah, avec plaisir. Salut.